Chapitre 1. Une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en ligne droite dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieues alentours. Et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve, celles-ci nombreuses. Penderie, il avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était de plain pied, et en fait dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés, non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure et ne faisaient rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet sans avoir la peine de le lui demander. Ceci est le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure et se trouva à dire et faire les choses les plus inattendues. Il si peu qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna... Eh bien, vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce que les hobbits ? Je pense que, de nos jours, une description est nécessaire, vu la raréfaction de leur espèce et leur crainte des grands, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle, toute ordinaire et courante, qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand de grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil brun, épais et chaud que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles et de bons visages. Et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit. Or donc, la mère de ce hobbit, c'est-à-dire Bilbo Baggins, était la fameuse Belladone Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, chef des hobbits qui habitaient de l'autre côté de l'eau, à savoir la petite rivière coulant au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, qu'au temps jadis, l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux, sans nul doute, quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital. Et de temps à autre, des membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Ils disparaissaient, et la famille n'en soufflait mot. Mais il n'en restait pas moins que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Baggins, bien qu'ils fussent incontestablement plus riches. Ce n'est pas que Belladone Took ait eu des aventures après être devenue Madame Bongo Baggins. Bongo, le père de Bilbo, construisit pour elle, en partie avec son argent, le plus luxueux des trous de hobbit qui se put voir sous la colline, sur la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils demeurèrent là jusqu'à la fin de leur jour. Mais si Bilbo, fils unique de Belladone,
ressemblait en tout point par les traits et le comportement à une seconde édition de son solide et tranquille père, il devait avoir pris au côté Touc une certaine bizarrerie dans sa manière d'être, quelque chose qui ne demandait qu'une occasion pour se révéler. Cette occasion ne se présenta jamais que Bilbo ne fût devenu tout à fait adulte. Il avait alors environ 25 ans. Il habitait dans le beau trou de hobbit qu'avait construit son père et que j'ai décrit plus haut, et il semblait qu'il s'y fût établi immuablement. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, qu'il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une énorme et longue pipe de bois qui descendait presque jusqu'à ses pieds laineux et brossée avec soin. Par quelque curieux hasard vint à passer Gandalf. « Gandalf, si vous aviez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, et ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre, aucune histoire, fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoires et aventures jaillissaient de la façon la plus remarquable partout où il allait. Il n'était pas passé par ce chemin au pied de la colline depuis des éternités. En fait, pas depuis la mort de son ami, le vieux Touc, et les hobbits avaient presque oublié son aspect. Il était parti au-delà de la colline et de l'autre côté de l'eau pour des affaires personnelles, à l'époque où il n'était que des petits hobbits et des petites hobbits. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une grande cape grise, une écharpe de même couleur par-dessus laquelle sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille, et d'immenses bottes noires. « Bonjour, dit Bilbo, et il était sincère. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda de sous ses longs sourcils broussailleux qui dépassaient encore le bord de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là ?» dit-il. « Me souhaitez-vous le bonjour ? Ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non ? Ou que vous vous sentez bien ce matin ? Ou encore que c'est une journée où il faut être bon ? » « Tout cela à la fois, dit Bilbo. Et c'est une très belle matinée pour fumer une pipe dehors par-dessus le marché. Si vous en avez une sur vous, asseyez-vous et profitez de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit alors sur un banc qui se trouvait à côté de sa porte, croisa les jambes et lança un magnifique rond de fumée grise qui s'éleva sans se rompre et s'en alla en flottant par-dessus la colline. « Très joli, dit Gandalf, mais je n'ai pas le temps pour faire des ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure que j'arrange, et c'est très difficile à trouver. Je le crois aisément, dans ces parages. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Ce ne sont que de vilaines choses, des sources d'ennui et de désagréments. Elles vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir que l'on peut y trouver, dit notre monsieur Baggins. Et il passa un pouce sous ses bretelles, tout en émettant un nouveau rond de fumée, encore plus grand que le précédent. Puis il prit son courrier du matin et se mit à lire, faisant semblant de ne plus prêter attention au vieillard. Il avait décidé que celui-ci n'était pas tout à fait de son bord, et il voulait le voir partir. Mais l'autre ne bougea pas. Il restait appuyé sur son bâton, à regarder le hobbit sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo en ressentit une certaine gêne, et même quelque irritation. « Bonjour, dit-il enfin. Nous ne voulons pas d'aventure par ici, je vous remercie. Vous pourriez essayer au-delà de la colline, ou de l'autre côté de l'eau. » Il entendait par là que la conversation était terminée. « À combien de choses vous sert ce mot de bonjour ?» fit remarquer Gandalf. « Vous voulez maintenant dire que vous désirez être débarrassé de moi, et que le jour ne sera pas bon tant que je n'aurai pas poursuivi mon chemin. » « Pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne crois pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur. Et moi je connais le vôtre, monsieur Bilbo Baggins. Et vous savez le mien, quoique vous ne vous rappeliez pas le rapport qu'il y a entre lui et moi. Je suis Gandalf. Et Gandalf, c'est moi.
comment penser que je vivrais assez pour que le fils de Belladone Took me salue d'un bonjour comme si je vendais des boutons à la porte? Gandalf? Gandalf? Dieu du ciel! Pas le magicien errant qui donna au vieux Took une paire de boutons de diamants magiques qui s'agrafaient d'eux-mêmes et ne se défaisaient que sur ordre express. Pas le personnage qui racontait dans les réunions de si merveilleuses histoires de dragons, de géants, de la délivrance de princesses et de la chance inespérée de fils de veuve. Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice si parfaits. Ah, je me les rappelle, ceux-là. Le vieux Took les avait la veille de la Saint-Jean. Splendides! Ils s'élevaient comme de grands lys, des gueules de lion ou des cytises de feu, et restaient longtemps suspendus dans le crépuscule. Vous pourrez déjà remarquer que M. Baggins n'était pas aussi prosaïque qu'il se plaisait à le croire, et aussi qu'il aimait beaucoup les fleurs. « Mon Dieu !» poursuivit-il, « pas le Gandalf qui fut responsable de ce que tant de garçons et de filles bien tranquilles prit le large pour de folles aventures. Cela allait de grimper aux arbres à faire visite aux elfes, ou à s'embarquer sur des navires pour d'autres rivages. Dieu me bénisse, la vie était tout à fait je veux dire qu'à un moment, vous avez bien perturbé les choses par ici. Je vous demande pardon, mais je n'avais aucune idée que vous étiez toujours en activité. Et où voudriez-vous que je fusse ? Dit le magicien. Enfin, je suis tout de même content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice, en tout cas. Et ce n'est pas sans espoir. De fait, en considération de votre vieux grand-père Took et de cette pauvre Belladone, je vous accorderai ce que vous m'avez demandé. Je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Si, par 2 fois maintenant. Mon pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous lancer dans cette aventure. Ce serait très amusant pour moi et très bon pour vous, sans compter le profit, très probablement, si vous réussissez. Je regrette, je ne veux pas d'aventure, merci, pas aujourd'hui. Bonjour, mais venez prendre le thé, quand vous voudrez, pourquoi pas demain, venez demain, au revoir. Sur quoi, le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde et verte, qu'il referma aussi vite que le permettait la politesse. Après tout, les magiciens sont des magiciens. « Pourquoi diable l'ai-je invité à prendre le thé ?» se demanda-t-il tout en se rendant au garde-manger. Il venait de prendre son petit déjeuner, mais il pensait qu'un ou 2 gâteaux et un verre de quelque chose lui feraient du bien après sa peur. Cependant, Gandalf était resté debout à la porte et il rit longuement, mais en silence. Après un moment, il s'approcha du ventail et, du fer de son bâton, il traça un signe bizarre dans la belle peinture verte. Puis il s'en fut à grands pas, à peu près au moment où Bilbo achevait son second gâteau et commençait à penser qu'il avait fort bien esquivé les aventures. Le lendemain, il avait complètement oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire des choses, à moins de les inscrire sur son agenda, comme ceci. Thé, Gandalf, mercredi. La veille, il était trop agité pour rien faire de la sorte. Juste avant l'heure du thé, une retentissante sonnerie se fit entendre à la porte, et alors il se souvint. Il se précipita pour mettre la bouilloire à chauffer, sortir une seconde tasse et 1 ou 2 gâteaux supplémentaires. Puis il courut à la porte. « Excusez-moi de vous avoir fait attendre », allait-il dire, quand il vit que ce n'était nullement Gandalf, mais un nain avec une barbe bleue passée dans une ceinture dorée et des yeux brillants sous son capuchon vert foncé. Aussitôt la porte ouverte, il entra tout comme s'il était attendu. Il suspendit son capuchon à la patère la plus proche et dit avec un profond salut « Dwalin, pour vous servir. » « Bilbo Baggins, à votre disposition, » dit le hobbit, trop surpris sur le moment pour poser des questions. Le silence qui suivit devenant gênant, il ajouta « J'étais sur le point de prendre le thé. Venez le partager avec moi, je vous en prie. » C'était dit d'un ton peut-être un peu raide, mais il n'y mettait aucune mauvaise intention. Et que feriez-vous si un nain non invité venait suspendre ses effets dans votre vestibule sans un mot d'explication ? Il n'était pas à table depuis bien longtemps, à
peine en fait en était-il au 3e gâteau, quand il eut un nouveau coup de sonnette, plus fort encore que le premier. « Excusez-moi, dit le hobbit, et il s'en fut répondre à la porte. « Ainsi vous voilà enfin !» C'était ce qu'il s'apprêtait à dire à Gandalf cette fois. Mais il n'y avait pas là de Gandalf. À sa place, se tenait sur le seuil un nain d'aspect âgé, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate. Et lui aussi entra d'un pas sautillant aussitôt la porte ouverte, tout comme s'il avait été invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé d'arriver, dit-il en apercevant au porte-manteau le capuchon vert de Dwalin. Il suspendit à côté son manteau rouge et dit, la main sur le cœur, « Balin, pour vous servir. » Merci, répondit Bilbo, suffoqué. Ce n'était pas exactement ce qu'il eût convenu de dire, mais le « ils ont commencé d'arriver » l'avait grandement troublé. Il aimait recevoir des visiteurs, mais il aimait aussi les connaître avant leur arrivée, et il préférait les inviter lui-même. La pensée affreuse lui vint que les gâteaux pourraient manquer, et alors, en tant qu'hôte, il connaissait son devoir et s'y tenait, quelque pénible que ce fût. Il lui faudrait peut-être s'en passer. « Venez prendre le thé », parvint-il à dire en respirant profondément. « Je préférerais un peu de bière, si cela vous est égal, mon bon monsieur, » dit Balin à la barbe blanche. « Mais je veux bien du gâteau. Du gâteau à l'anis, si vous en avez. »« Des quantités !» répondit Bilbo à sa propre surprise. Il s'aperçut en même temps qu'il courait à la cave pour remplir une pinte, puis à la réserve pour chercher 2 magnifiques gâteaux ronds à l'anis qu'il avait fait cuire dans l'après-midi comme friandise d'après-dîner. À son retour, Balin et Dwalin bavardaient à table comme de vieux amis. De fait, ils étaient frères. Bilbo posait avec quelque brusquerie la bière et les gâteaux devant eux, quand retentit de rechef un violent coup de sonnette, puis un autre. « C'est Gandalf, pour sûr, cette fois », pensa-t-il en courant, haletant dans le couloir. Mais non, c'étaient encore 2 nains, tous 2 portant des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes. Et tous 2 avaient à la main un sac d'outils et une pelle. Aussitôt la porte entrebâillée, ils entrèrent en sautillant. Bilbo fut à peine surpris. « Que puis-je pour vous, mes braves nains ?» demanda-t-il. « Kili, pour vous servir, » dit l'un. « Et Fili, » ajouta l'autre, tandis que tous 2 rabattaient leurs capuchons bleus et s'inclinaient. « À votre service et à celui de votre famille, » répondit Bilbo, observant cette fois les convenances. « Je vois que Dwalin et Balin sont déjà là, dit Kili. Allons rejoindre la foule. »« La foule ?» pensa M. Baggins. « Je n'aime pas trop cela. Il faut vraiment que je m'asseye une minute pour rassembler mes esprits et boire quelque chose. » Il n'avait encore avalé qu'une petite gorgée, dans le coin, tandis que les 4 nains, assis autour de la table, parlaient de mines, d'or, de difficultés avec des gobelins, de déprédations commises par des dragons et de quantité d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne désiraient pas comprendre, car elles paraissaient beaucoup trop aventureuses. Quand « ding-dong, ali-dang » voilà que sa sonnette retentit de rechef, comme si quelque petit hobbit s'évertuait à en arracher la poignée. « Il y a quelqu'un à la porte, » dit-il, siant. « 4, m'est avis, d'après le son, » dit Fili. « D'ailleurs, nous les avons vus venir au loin derrière nous. » Le pauvre petit hobbit s'assit dans le vestibule et mit sa tête dans ses mains, se demandant ce qu'il allait arriver et s'ils allaient tous rester pour dîner. Alors la sonnette retentit plus fortement que jamais et il dut courir à la porte. Il n'était pas 4 finalement, mais 5. Un autre nain était arrivé pendant qu'il se posait des questions dans le vestibule. À peine avait-il tourné le bouton qu'ils étaient tous entrés et qu'ils saluaient, en disant l'un après l'autre « pour vous servir ». Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Glóin. Presque aussitôt, 2 capuchons pourpres, un gris, un brun et un blanc, se trouvèrent suspendus au pater, et ils allèrent retrouver les autres à la queue leu-leu, leurs larges mains enfoncées dans leurs ceintures or ou argent. Cela faisait déjà presque une foule. Certains demandaient de la bière blonde, d'autres de la brune, un du café, et tous des gâteaux. Aussi le hobbit fut-il très occupé durant un moment.
Un grand pot de café venait d'être installé dans l'âtre, les gâteaux à l'anis avaient disparu et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés, quand vint un rude pan-pan sur la belle porte verte du Hobbit. Quelqu'un cognait avec une canne. Bilbo se précipita dans le vestibule, très mécontent, mais en même temps abasourdi et troublé. C'était le mercredi le plus embarrassant de tout ce dont il eut souvenance. Il ouvrit la porte d'un mouvement si brusque qu'ils s'écroulèrent tous l'un sur l'autre à l'intérieur. Encore des nains, 4 de plus. Et derrière, il y avait Gandalf qui, appuyé sur son bâton, était agité d'un grand rire. Il avait fait une véritable encoche sur la belle porte. Il avait également supprimé, soit dit en passant, la marque secrète qu'il avait tracée la veille au matin. « Tout doux, dit-il. Ce n'est pas dans votre manière, Bilbo, de faire attendre des amis sur le paillasson, et puis d'ouvrir la porte comme un pistolet à bouchon. Permettez-moi de vous présenter Bifur, Bofur, Bombur, et particulièrement Thorin. » Pour vous servir, dirent Bifur, Bofur et Bombur alignés. Ils suspendirent alors 2 capuchons jaunes et un vert, et aussi un bleu ciel avec un long gland d'argent. Ce dernier appartenait à Thorin, un nain extrêmement important, qui n'était autre en fait que le grand Thorin Oakenshield en personne, lequel était fort mécontent d'être tombé à plat ventre sur le paillasson de Bilbo, avec Bifur, Bofur et Bombur sur le dos. Sans compter que Bombur était énormément gros et lourd. En fait, Thorin était très hautain, et il ne fit aucune allusion au « service ». Mais le pauvre monsieur Baggins exprima tant de fois son regret que l'autre finit par grogner. « C'est sans importance », et cessa de faire grise mine. « Eh bien, nous voilà tous arrivés, dit Gandalf, observant la rangée des 13 capuchons, parmi les meilleurs capuchons détachables pour réunion mondaine, suspendus avec son propre chapeau. Voilà une réunion tout à fait joyeuse. J'espère qu'il reste quelque chose à manger et à boire pour les derniers venus. Qu'est-ce que cela? Du thé? Non, merci. Un peu de vin rouge pour moi, s'il vous plaît. Pour moi aussi, dit Thorin. Et de la confiture de framboise avec de la tarte aux pommes, ajouta Bifur. Et des petits pâtés avec du fromage, dit Bofur. Et du pâté de porc avec de la salade, dit Bombur. Et d'autres gâteaux, de la bière blonde, et du café, si vous le voulez bien, crièrent les autres nains par la porte. Mettez aussi quelques œufs à cuire, vous serez bien braves, cria Gandalf, tandis que le hobbit s'en allait en clopinant vers sa réserve. Et n'oubliez pas de sortir le poulet froid et les cornichons. On dirait qu'il connaît aussi bien que moi le contenu de mes garde-manger, pensa M. Baggins, qui, positivement démonté, commençait à se demander si une affreuse aventure ne venait pas de pénétrer dans sa maison. Le temps qu'il eut entassé toutes les bouteilles, les plats, les couteaux, les fourchettes, les verres, les assiettes, les cuillères et tout sur de grands plateaux, il se sentit tout transpirant, congestionné et très contrarié. « La peste soit de ces nains !» s'écria-t-il tout haut. « Que ne viennent-ils m'aider un peu ?» Et voilà que Balin et Dwalin étaient à la porte de la cuisine, et Fili et Kili derrière eux. Avant qu'il n'eût pu dire « couteau », ils avaient fait passer les plateaux et 2 petites tables dans le salon, où ils disposèrent tout à nouveau. Gandalf présidait à la réunion, avec les 13 nains rangés à la ronde, et Bilbo s'assit sur un tabouret près de la cheminée pour grignoter un biscuit. Il avait perdu tout appétit, tout en s'efforçant de paraître trouver tout cela parfaitement naturel et dépourvu de toute suggestion d'aventure. Les nains mangèrent tant et plus, parlèrent tant et plus, et le temps passait. Enfin, ils repoussèrent leurs chaises, et Bilbo se mit en devoir de rassembler les assiettes et les verres. « Je pense que vous resterez tous pour dîner ?» dit-il sans enthousiasme de sa voix la plus polie. « Bien sûr, dit Thorin. Et après, nous n'en aurons terminé qu'assez tard, et il nous faut d'abord de la musique. Allons-y pour débarrasser. » Là-dessus, les 12 nains, pas Thorin, qui, au vu de son importance, resta à parler avec Gandalf, sautèrent sur leurs pieds et firent de grandes piles de tout le matériel. Ils s'en furent ainsi sans attendre des plateaux, balançant d'une main des colonnes d'assiettes, chacune surmontée d'une bouteille, tandis que le hobbit courait derrière eux, poussant presque des vagissements de peur. « Faites attention, je vous en supplie !» et « Ne vous donnez pas la peine, je vous en prie, je peux très bien me débrouiller tout seul. »
Mais les nains se mirent tout simplement à chanter. Ébréchez les verres et fêlez les assiettes, émoussez les couteaux et tordez les fourchettes. Voilà exactement ce que déteste Bilbo Baggins. Brisez les bouteilles et brûlez les torchons, coupez la nappe et marchez dans la graisse, versez le lait sur le sol de la réserve, laissez les os sur le tapis de la chambre, éclaboussez de vin toutes les portes, déversez les pots dans une bassine bouillante, martelez-les d'une perche broyante, et cela fait, s'il en reste d'entier, envoyez-les rouler dans le vestibule. Voilà ce que déteste Bilbo Baggins. Aussi, attention, attention aux assiettes. Et bien sûr, ils ne firent aucune de toutes ces affreuses choses. Tout fut enlevé et mis en sûreté avec la rapidité de l'éclair, tandis que le hobbit tournait en rond au milieu de la cuisine, s'efforçant d'observer leurs mouvements. Puis ils revinrent et trouvèrent Thorin en train de fumer sa pipe, les pieds sur la galerie du foyer. Il lançait les plus énormes ronds de fumée et, où qu'il leur dit d'aller, les ronds obéissaient. Dans la cheminée, derrière la pendule, sous la table ou en grand cercle autour du plafond. Mais où que ce fût, il n'était pas assez rapide pour échapper à Gandalf. Pouf! Il envoyait un plus petit rond de fumée de sa courte pipe de terre juste au travers de chacun de ceux de Thorin. Et puis les ronds de Gandalf devenaient verts et revenaient flotter au-dessus de la tête du magicien. Il en avait déjà un nuage autour de lui et, dans la faible lumière, cela lui donnait une apparence étrange de sorcier. Bilbo s'immobilisa pour regarder. Il adorait les ronds de fumée, mais il ne tarda pas à rougir de la fierté qu'il avait montrée la veille pour ceux qu'il avait envoyés dans le vent au-dessus de la colline. « Et maintenant, de la musique, dit Thorin. Sortez les instruments. » Kili et Fili se précipitèrent vers leur sac, d'où ils rapportèrent des petits violons. Dori, Nori et Ori sortirent des flûtes de l'intérieur de leur veste. Bombur apporta du vestibule un tambour. Bifur et Bofur sortirent aussi, pour revenir avec des clarinettes qu'ils avaient laissées parmi les cannes. Dwalin et Balin dirent « Excusez-moi, j'ai laissé mon instrument sous le porche. »« Apportez donc aussi le mien, dit Thorin. » Ils revinrent avec des violes aussi grandes qu'eux et avec la harpe de Thorin enveloppée de toile verte. C'était une magnifique harpe dorée, et quand Thorin pinça les cordes, la musique commença tout d'un coup, si soudaine et si douce, que Bilbo oublia toute autre chose et se trouva transporté dans des régions sombres, sous d'étranges lunes, bien au-delà de l'eau et très loin de son trou de hobbit sous la colline. L'obscurité entra par la petite fenêtre qui ouvrait sur le côté de la colline. La lueur du feu vacilla, on était en avril, mais il continuait à jouer, tandis que l'ombre de la barbe de Gandalf oscillait sur le mur. L'obscurité envahit toute la pièce. Le feu finit par s'éteindre. Les ombres disparurent, mais ils continuaient à jouer. Et, brusquement, l'un après l'autre, ils se mirent à chanter, tout en jouant de ces mélodies gutturales que les nains chantent dans les profondeurs de leur vieille demeure. Et voici un exemple de leur chant, si tant est que cela puisse y ressembler en l'absence de leur musique. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour, en quête de l'or pâle et enchanté. Les nains de jadis jetaient de puissants charmes, quand les marteaux tombaient comme des cloches sonnantes. En des lieux profonds où dorment les choses ténébreuses, dans les salles caverneuses sous les montagnes. Pour un antique roi et un seigneur lutin, là, maintes amas dorés et miroitants ils façonnèrent et forgèrent, et la lumière ils attrapèrent, pour la cacher dans les gemmes sur la garde de l'épée. Sur des colliers d'argent, ils enfilèrent les étoiles en fleurs. Sur des couronnes, ils accrochèrent le feu dragon. En fils torsadés, ils maillèrent la lumière de la lune et du soleil.
loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes. Il nous faut aller avant le lever du jour, pour réclamer notre or longtemps oublié. Des gobelets ils ciselèrent là pour eux-mêmes, et des harpes d'or. Où nul homme ne creuse, longtemps ils sont restés, et maintes chansons furent chantées, inentendues des hommes ou des elfes. Les pins rugissaient sur les cimes, les vents gémissaient dans la nuit. Le feu était rouge, il s'étendait, flamboyant. Les arbres comme des torches étincelaient de lumière. Les cloches sonnaient dans la vallée, et les hommes levaient des visages pâles. Alors, du dragon la colère plus féroce que le feu abattit leurs tours et leurs maisons frêles. La montagne fuma sous la lune. Les nains, ils entendirent le pas pesant du destin. Ils fuirent leur demeure pour tomber mourants sous ses pieds, sous la lune. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et des cavernes obscures, il nous faut aller avant le lever du jour, pour gagner sur lui nos harpes et notre or. En les entendant chanter, le hobbit sentit remuer en lui l'amour des belles choses faites par le travail manuel, l'adresse et la magie, un amour féroce et jaloux, le désir emprunt au cœur des nains. Alors, quelque chose de Toukien s'éveilla en lui. Il souhaita aller voir les grandes montagnes, entendre les pins et les cascades, explorer les cavernes et porter une épée au lieu d'une canne.